Alors, je tiens à remercier les organisateurs. Je suis très honorée d'ouvrir cette session qui marque donc les 70 ans du séminaire. C'est très intimidant. Et d'abord, je vais expliquer le titre, parce que les organisateurs ont été un peu étonnés de ce titre. Je l'ai changé, puis rechangé, puis rechangé. Finalement, c'est celui-là, il n'est pas terrible. Et je vais commencer par l'expliquer, parce que cette explication me permettra de justifier le plan de l'exposé qui suit un curriculum d'enseignement. Alors, le mot qui a bloqué, c'est le mot EMIC. Et donc je vais commencer par expliquer ce mot. Ensuite, le curriculum, quelques généralités, des choses qui sont bien connues. Et ensuite, je vais suivre le curriculum, niveau par niveau. Le curriculum dans les écoles en Mésopotamie, j'expliquerai le contexte plus tard. Le niveau élémentaire, le niveau intermédiaire, le niveau avancé, l'érudition, et une conclusion sur ce qui se dégage de la signification mathématique de ce curriculum, à savoir ce que j'appelle un paradigme linéaire, et l'extraordinaire audace qu'ont eu les mathématiciens de l'époque d'en sortir. Et ce sera une façon d'expliquer, d'une certaine façon de toucher ce qu'on peut appeler l'invention mathématique dans ce contexte, c'est-à-dire, d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est un résultat dans ce contexte. Voilà. Alors, le mot EMIC, la première fois que je l'ai rencontré, c'est dans un article écrit par un collègue assyriologue qui était une petite brochure sur la médecine mésopotamienne, qui s'appelle la médecine mésopotamienne, où il essayait d'expliquer qu'est-ce qu'on peut entendre par des catégories de textes médicaux, au sens où les catégories des historiens et les catégories des acteurs, et en expliquant pourquoi elles ne sont pas les mêmes et pourquoi les deux sont utiles. Et ensuite, alors je suis allée chercher, j'ai trouvé intéressant comme approche, je suis allée chercher d'où ça vient, et je vais pas détailler toutes ces recherches, mais je voudrais me contenter de citer un anthropologue qui s'appelle Jean-Pierre-Olivier de Sardan et qui a écrit en 1998 un article qui s'appelle EMIC dans la revue L'Homme, et un autre article qui reprend à peu près la même chose en 2015, EMIC and the Actor's Point of View. Alors, qu'est-ce que ça veut dire EMIC ? En linguistique, alors je cite Olivier de Sardan, en linguistique et en anthropologie, c'est un terme qui couvre les représentations et les discours populaires, également décrits comme locaux, autochtones ou indigènes. Il évoque les significations que les faits sociaux ont pour les acteurs concernés. Il s'oppose au terme éthique, sans H, qui désigne parfois les données plus externes ou objectives, et parfois l'analyse interprétative du chercheur. La notion d'approche émique, elle est peu utilisée en histoire, et elle n'est pas du tout, à ma connaissance, en histoire des mathématiques. Et je pense qu'une des raisons qui explique cela, c'est que c'est une opposition qui a été très polémique et qui a soulevé des controverses dans les années 60-70. Et cette controverse opposait les tenants d'une approche émique qui a été accusée d'être culturaliste, aux tenants d'une approche éthique, telle que Marvin Harris, que Olivier de Sardan cite plus loin, qui ont été accusés d'être scientistes et ethnocentristes. Et alors je cite, pour expliquer ça, je cite Olivier de Sardan toujours, à un moment où l'épistémologie déconstructionniste devenait à la mode aux États-Unis et où l'on y découvrait Derrida et Foucault, les thèses à contre-courant de Harris et ses provocations positivistes affirmant le primat de l'éthique ont évidemment déchaîné les attaques. À l'inverse, les approches émiques ont été accusées de culturalistes. Olivier de Sardan explique néanmoins que, malgré une historiographie qui la rend douteuse, l'opposition émique-éthique continue d'être mise en avant en anthropologie parce qu'elle s'avère utile en ce qu'elle permet de savoir qui parle et de qui on parle. Alors je le cite là encore de façon un petit peu longue. Cependant, la distinction émique-éthique reste elle-même assez largement en usage, mais cet usage est lui aussi soft et ne se réfère plus aux positions de Harris. Dans le monde des sciences sociales anglophones, émique en particulier est devenu synonyme de point de vue de l'indigène.
de représentation populaire, de signification culturelle locale, alors que éthique se référait plutôt au point de vue externe, à l'interprétation de l'anthropologue, au discours savant. Je dirais volontiers là qu'il s'agit de notions visant à des distinctions de commodité et plutôt qu'à des concepts visant à des distinctions de théorie. Utiliser les termes émique et éthique sur ce mode ne signifie pas les opposer, encore moins établir une hiérarchie entre eux, mais simplement savoir qui parle et de qui on parle. Et c'est le point important. C'est un petit peu l'opposition qu'on fait souvent en histoire des maths entre le point de vue des observateurs et le point de vue des acteurs. Mais elle est plus large. Et Olivier de Sardan développe la même idée dans son article de 2015. Cette approche des sociétés ou des groupes sociaux par des significations internes, aussi nébuleuse soit-elle bien souvent, n'a jamais vraiment été contestée. Alors, donc, d'une certaine façon, je trouve que le souci d'une approche émique au sens d'une approche des sociétés ou des groupes sociaux par des significations internes, définies par Olivier de Sardan, est de fait assez largement pratiqué en histoire des maths, quoique ce souci ne soit pas formulé en ces termes. Et donc, j'utilise cette notion, malgré son caractère problématique ou nébuleux, parce qu'elle évite d'utiliser des périphrases alambiquées et peu claires, et surtout, elle permet de bien distinguer ce fameux qui parle et de qui on parle. Alors, concrètement, pour ce qui concerne mes sujets de recherche, comment accéder à des outils conceptuels qui ont été forgés par des auteurs très anciens qui n'ont pas laissé de mode d'emploi ou de discours sur leur propre pratique. En ce qui concerne les mathématiques cunéiformes qui m'intéressent, une telle recherche de signification interne a, à mon avis, été brillamment entreprise et réussie d'ailleurs par Jens Høyrup, qui a développé une méthode de lecture qu'il appelle close reading, lecture à la loupe, des textes mathématiques cunéiformes, et cette méthode a révélé la dimension géométrique de procédures mathématiques qui auparavant étaient considérées comme purement numériques. Alors, dans l'exposé que je propose aujourd'hui, je propose une autre voie d'accès à ces possibles significations internes, et cette voie d'accès consiste à considérer l'éducation mathématique des auteurs des textes mathématiques érudits. Alors, comment est-ce possible ? Eh bien, il se trouve que, pour ce qui concerne la Mésopotamie, des milliers d'exercices scolaires datés du début du deuxième millénaire avant notre ère, la période dite paléo-babylonienne, donc des milliers d'exercices scolaires sont parvenus jusqu'à nous. Pourquoi ? Parce que le support de l'écriture était l'argile, presque indestructible, ce qui a conduit à la conservation imprévue des rebuts des écoles. Et donc, je me propose d'examiner le contenu de ce qu'on pourrait appeler des poubelles, des écoles, pour accéder aux significations internes des textes mathématiques érudits. Tel est le pari. Alors, pour commencer, voici une composition littéraire qui a été trouvée dans le quartier des écoles de scribes de la ville de Nippur, qui était la grande capitale culturelle de l'époque. Elle commence ainsi, cette composition littéraire, je dis en substance, pas mot à mot. Ainsi parle le scribe Nabi Enlil. Nul n'est un véritable scribe s'il n'a respiré le parfum des écoles de Nippur. Et ensuite, le texte consiste, par la bouche du scribe en question, consiste à comparer les écoles de Nippur et celles d'autres cités voisines. Et la conclusion, c'est l'école de Nippur est unique. Donc, ce que je propose dans cet exposé, c'est de respirer le parfum des écoles de Nippur. Pour commencer, voici une tablette qui a été découverte dans le quartier des scribes de Nippur. Alors, en l'observant de façon très détaillée, on voit apparaître l'essentiel de ces caractéristiques. On perçoit le parfum des écoles de Nippur. Vous allez voir pourquoi. Alors, sur la gauche, vous voyez une colonne de signes. On voit un clou, deux clous, trois clous, etc., ainsi de suite, jusqu'à 9. Après 9, il y a un chevron, donc le chevron fait 10.
Et après, vous avez un chevron, un clou qui fait 11, etc. Bon, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Ça continue jusqu'à 20, 30, 40, 50. En face du 1, vous voyez 9 clous, c'est donc 9. En face de 2, vous voyez un chevron et 8 clous, ça fait 18. En face de 3, 27. En face de 4, 36. Vous avez compris qu'il s'agit d'une table de 9, une table de multiplication. Et si vous arrivez à 7 fois 9, 5, 6, 7 fois 9, nous attendons 63, mais qu'est-ce qui est écrit? 1, 3, ce qui signifie que le 60 du 63 est représenté par un clou placé à gauche, ce qui signifie que le système numérique utilisé est sexagésimal, donc base 60, positionnel, puisque le clou à gauche vaut 60 fois plus celui qui est dans la position précédente. Tout ça, je pense que tout le monde connaît. Je continue. Jusqu'à 20, 20 fois 9. Alors 20 fois 9, nous attendons dans notre système et notre monde à nous 180, c'est-à-dire 3 fois 60, donc 3 soixantaines. Et qu'est-ce qui est écrit en face de 20? Effectivement, c'est écrit 3. Mais les 3 clous qu'on voit là, que nous interprétons comme 3 soixantaines, sont exactement les mêmes que les 3 clous qui sont là-bas, au début, que nous interprétons comme 3 unités. Or, l'écriture ne les distingue pas. Et donc, l'écriture cunéiforme ne précise pas la position des unités dans le nombre. On ne sait pas, quand il y a un clou, si c'est des soixantaines, des soixantièmes, etc. Il s'agit donc d'une écriture flottante. Nous avons donc, dans ces textes, dans cette table de multiplication et dans toutes les tables numériques des écoles de Nippur et d'ailleurs, un système numérique qui est sexagésimal, positionnel et flottant. Que signifient ces 3 propriétés pour ce qui est du monde arithmétique dans lequel les élèves scribes qui apprenaient ça évoluaient? Alors, on peut dire que le caractère flottant, si vous voulez, il est déroutant. Mais dans l'historiographie, il n'a pas été considéré comme déroutant, il a été considéré comme une faille du système. Si bien que pour compenser la faille, on voit, alors ici il s'agit d'une traduction d'un texte mathématique que je vous montrerai tout à l'heure plus en détail par Neugebauer et Sachs, et on voit que là où il y a de la notation sexagésimale positionnelle, sont restitués des signes qui montrent où est la position des unités. Ici, vous avez un signe qui sépare les unités de la partie fractionnaire sexagésimale et un zéro. Donc, de fait, en ajoutant des zéros et des marques de ce type-là, l'interprétation considère que l'absence d'indication de la position des unités est un défaut, puisqu'il faut restituer ces indications. Voilà. Je vais évidemment revenir sur ce point. D'abord, le curriculum, très rapidement, parce que là, je vais juste rappeler des choses qui sont relativement connues, qui ont été amplement étudiées par un certain nombre de personnes. Voilà, alors au début du deuxième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque paléo-babylonienne, des écoles de scribes ont fleuri dans tout le Proche-Orient ancien. Les plus importantes étaient établies à Nippur, donc la capitale culturelle de la Mésopotamie. Nippur se situe ici, c'est-à-dire au nord du pays du Sumer. Des milliers de brouillons d'écoliers, probablement 17, 18 ou plus, 18 000 ou plus, ont été découverts à Nippur par des missions américaines qui y ont travaillé à la fin du XIXe siècle et après la Deuxième Guerre mondiale. Parmi les textes produits dans le contexte scolaire, les textes littéraires sumériens, voici une des tablettes qui a été trouvée, qui est un texte littéraire sumérien et qui dit ceci. Ayant fréquenté l'école pendant le temps requis, je suis maintenant expert en sumérien, dans l'art du scribe, en lecture des tablettes, en calcul et en comptabilité. Cet extrait nous dit qu'à l'école, on apprend le sumérien. Le sumérien, à cette époque, une langue qui a complètement disparu comme langue vivante. C'est une langue d'érudition. Il nous dit que, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? L'art du scribe. L'art du scribe, c'est la science, d'une certaine façon. Tout ce qu'on apprend dans les écoles, à savoir la lecture et l'écriture cunéiforme, le calcul et la comptabilité,
j'attire l'attention sur le fait qu'il y a deux mots différents pour parler du calcul et pour parler de la comptabilité, et c'est quelque chose de général dans les textes de ce type. Les exercices écrits par les jeunes scribes fournissent plus de détails sur les contenus et sur l'ordre dans lequel ces contenus étaient enseignés. Alors bon, ça a beaucoup été étudié, je ne vais pas revenir sur le détail. Pardon, excusez-moi. Juste un aspect qui m'intéresse, c'est que un des assyriologues qui a étudié la question, qui s'appelle Nick Veldhuis, a distingué trois niveaux, élémentaires, intermédiaires et avancés. Ce sont des catégories des assyriologues d'aujourd'hui. Mais pour ce qui concerne les mathématiques, il se trouve que ces catégories sont en très forte corrélation avec la typologie des tablettes, c'est-à-dire la forme des objets sur lesquels on écrivait. Dans le niveau élémentaire, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, on trouve des tablettes de type 1, 2 et 3, qui sont très, très nettement reconnaissables. Dans le niveau intermédiaire, ce sont des tablettes carrées à peu près de cette dimension ou rondes, qui sont aussi très très clairement reconnaissables. Et le niveau avancé, l'érudition, ce sont des tablettes qui sont écrites sur des tablettes très allongées et sur une seule colonne. Alors voici un schéma de ce curriculum qui distingue donc les différents domaines, littérature, comptabilité, mathématiques, et les différents niveaux. Et donc moi je vais m'intéresser à cette partie-là. Alors, d'abord le niveau élémentaire. La première étape consistait à apprendre l'écriture des mesures de capacité, poids, surface et longueur dans cet ordre. Ensuite, les scribes apprenaient des textes qu'on appelle des tables métrologiques qui établissaient une correspondance entre des mesures et des nombres en écriture sexagésimale positionnelle. À chaque mesure correspond un nombre, mais à chaque nombre correspond plusieurs mesures. Par exemple, à 1 correspond 6 choucis. Choucis, ça veut dire pouce, c'est une unité de mesure qui fait à peu près 1,5 cm. Mais en raison du caractère flottant de la notation, on retrouve le 1 pour cette mesure de 1 ninda qui est 60 fois plus grande. Donc vous avez une correspondance qui demande pour être utilisée un contrôle des ordres de grandeur, qui est mental et qui est relativement facile à faire. Ensuite, les scribes apprenaient des tables numériques. La première des tables numériques, c'était une table d'inverse. Alors voici un exemple de table d'inverse. Celle-ci, elle ne vient pas de Nippur, mais celles de Nippur sont exactement les mêmes. Simplement, elle est bien conservée. Igi 2,30. Alors Igi, ça veut dire l'inverse de 2,30. L'inverse de 3, 20, l'inverse de 4, 15, l'inverse de 5, 12, l'inverse de 6, 10, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez tout de suite la correspondance. 2 fois 30, ça fait 60, c'est-à-dire 1. 3 fois 20, ça fait 60, c'est-à-dire 1. 4 fois 15, ça fait 60, c'est-à-dire 1. Donc deux nombres forment une paire d'inverses si leur produit est 1 en flottant. Et ensuite, après le 6, vous voyez qu'on passe direct au 8, parce que l'inverse de 7 ne peut pas s'écrire avec un nombre fini de chiffres en base 60, du fait que 7 n'est pas un diviseur de la base. Voilà. Alors, c'est la première des tables numériques qui était apprise dans les écoles. Pourquoi ? En raison de l'importance de cette table, parce que les divisions étaient effectuées en 2 étapes. D'abord calculer l'inverse d'un nombre et ensuite multiplier par cet inverse. Par exemple, pour diviser 5 par 30, on cherche l'inverse de 30. Dans ces tables qui sont connues par cœur, l'inverse de 30 c'est 2, c'est normal puisque l'inverse de 2 c'est 30. Donc l'inverse de 30 c'est 2. Donc pour diviser par 30, on multiplie par 2. 5 fois 2, ça fait 10. Donc l'inverse, donc 5 divisé par 30, ça fait 10. Voilà. Donc c'est le mécanisme des divisions. Ensuite, après la table inverse, il y avait les tables de multiplication. Alors, il y avait 37 tables de multiplication, ce qui est beaucoup plus que ce dont on a besoin.
ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer. Deuxièmement, on peut remarquer que tous les nombres qu'on appelle nombres principaux, hein, la table de 50, la table de 45, la table de 44, 26, etc., ce sont des nombres qui ont des inverses en base 60, c'est-à-dire des nombres qu'on appelle réguliers en base 60. Absolument tous, sauf 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les tables de multiplication réunissent toutes celles qui sont nécessaires pour effectuer les multiplications, c'est-à-dire table de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Avec ça, on fait toutes les multiplications. Plus 27 autres qui ont des nombres principaux réguliers et qui donc sont aussi des tables de division, aussi et avant tout. Donc les tables de multiplication sont aussi, et pour la plupart d'entre elles, avant tout, des tables de division. Vous voyez, alors c'est ça un panorama très rapidement de l'enseignement élémentaire. Que nous disent les tables qui forment le socle de l'enseignement élémentaire? Elles nous disent que l'enseignement ne consiste pas seulement à apprendre à écrire des nombres et à mémoriser des tables de multiplication. Elles nous montrent un ensemble hautement structuré, cohérent, qui pose les bases d'une arithmétique où les nombres sont sexagésimaux, positionnels et flottants, et où les opérations fondamentales sont la multiplication et l'inversion. Quel est le lien entre ce monde et les quantités? Ce lien est établi par le biais de ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on appelle les tables métrologiques. Notons que les opérations en jeu, la multiplication et l'inversion, ne nécessitent pas la détermination de la place des unités dans le nombre. Par conséquent, le caractère flottant ne présente aucun inconvénient. On pourrait même dire au contraire quand on regarde les algorithmes d'inversion. On continue. L'enseignement intermédiaire, les traces écrites de l'enseignement de niveau intermédiaire sont beaucoup moins uniformes et standardisées que celles de niveau élémentaire. Les exercices de niveau intermédiaire à Nippur sont divers, mais traitent de très peu de sujets qui sont essentiellement extraire des inverses de grands nombres, calculer la surface d'un carré et résoudre des petits problèmes linéaires. Alors je vous montre un exemple de chaque. Ceci, c'est un exemple d'extraction d'inverse. Alors, sur la face, il y a marqué 4, 26, 40, son inverse, 13, 30. Et sur le revers, il y a marqué l'algorithme qui permet de trouver 13, 30. Alors déjà, ce qu'on constate dans cet algorithme, c'est que les relations entre les nombres qui sont... Bon, d'abord, il y a une disposition qui a une signification, et ensuite, les relations entre les nombres sont tous des multiplications et des inversions. Par exemple, la fin de ce nombre, 6, 40, son inverse, c'est 9. 9 fois ce nombre, c'est 40. L'inverse de 40, c'est 1, 30. Et 9 fois 1, 30, c'est 13, 30. Et donc, on voit comment fonctionne l'algorithme. Je vais passer pour vous le montrer. Comment fonctionne l'algorithme? Eh bien, le nombre 4, 26, 40 est décomposé en deux facteurs, 6, 40 et 40. L'inverse de 6, 40, c'est 9. L'inverse de 40, c'est 1, 30. Donc l'inverse du nombre, c'est le produit des inverses des facteurs. Or, les inverses des facteurs, ils ont été posés à droite. Donc l'inverse, c'est 9 fois 1, 30, qui fait 13, 30. Donc vous voyez ici le fonctionnement de l'algorithme par factorisation. Et vous voyez ici aussi que le fait de travailler en flottant est un grand avantage, parce que le calcul est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de repérer la position de la virgule et des zéros. Deuxième exemple, le calcul de la surface d'un carré. Alors, il y en a toute une série à Nippur, des comme ça, sur le même modèle. Vous avez en haut à gauche des nombres, en bas à droite un petit texte. Alors ici, ces nombres, c'est 20, 20, 6, 40, et le petit texte, il dit ceci. De Choucy, le côté d'un carré, quelle est la surface? La surface est un tiers de Ché. Et alors, on se demande quel est le rapport entre les deux parties. Et si on se rappelle des tables métrologiques, le rapport, la relation, elle est donnée par les tables métrologiques. C'est-à-dire que le de Choucy qui est là, dans le petit texte, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure dans la table. Un Choucy correspond à 1, un doigt, hein, donc 2 correspond à 20. Ensuite, c'est ce 20 qu'on trouve en haut à gauche, 20 fois 20. Dans les tables de multiplication, ça donne 6,40. Ensuite, on va chercher les tables métrologiques pour les surfaces.
alors il faut faire une petite extrapolation, ça faisait partie un petit peu de l'agilité qui était apprise dans les écoles, et 640, ça correspond à la surface de 1/3 de Chez, moyennant bien sûr un contrôle des ordres de grandeur. Donc vous avez ici une illustration de comment fonctionne l'articulation entre le monde des nombres flottants avec multiplication-division d'une part, le monde des quantités d'autre part. Et maintenant, toute la question, en fait, c'est de savoir quelle est la nature de cette relation entre les nombres et les quantités. Si on pense que c'est une relation d'égalité, alors on est obligé de restituer les ordres de grandeur, et c'est ce qu'ont fait Neugebauer et Sachs, qui ont publié cette tablette, et qui, pour eux, 20 Choucy doit être égal à 20. Mais ça ne peut pas être égal à 20 tout court, c'est égal à 20 en restituant des ordres de grandeur. Et c'est à partir de là, et donc leur calcul, il est basé sur l'idée qu'il y a égalité entre nombre et quantité. Or, ce que disent les tables métrologiques, c'est qu'il y a une correspondance, il n'est pas une égalité. Et enfin, le troisième groupe de petits exercices, ce sont des petites tablettes de ce genre. Vous voyez deux colonnes de nombres séparées par un trait vertical. Alors celui-ci est très simple. La première colonne, il y a 20 et 9, et la deuxième, il y a 3. 20 fois 9, ça fait 3, on l'a vu tout à l'heure. Donc, toutes sortes d'autres tablettes qu'on connaît du même contexte laissent penser que ça, c'est la solution d'un petit exercice qui consiste simplement à calculer une surface, non pas d'un carré, mais d'un rectangle. Autre exemple, celui-ci vient d'Our. Vous avez là encore deux colonnes. La première colonne, 5, 2, 3, etc. et une deuxième colonne. Et la relation entre les nombres de la première et la deuxième colonne, là encore, ce ne sont uniquement que des multiplications. 5 fois 2, ça fait 10, etc. Alors, celui qui a publié cette tablette, c'est Johann Friedberg. Il a une interprétation de ce calcul que je justifierai tout à l'heure, mais qui est la suivante. 5 et 2, ce sont les bases d'un volume dont il faut calculer une base. Donc, longueur 5, largeur 2. 5 fois 2, ça fait 10. La hauteur, c'est 3. Donc, 10 fois 3, ça fait 30. Donc, ici, on a un volume. Ensuite, on a 10 et 6. 6, c'est l'inverse de 10. Or, ça correspond à ce qu'on trouve dans tous les textes mathématiques, mais aussi dans tous les textes d'administration de cette époque. Le volume que devait extraire chaque jour chaque ouvrier était de 10. Donc, si on divise le volume total par 10, on a le nombre d'ouvriers. Or, 30 divisé par 10, c'est 30 multiplié par 6, ça fait 3. Donc ici, on a le calcul de 30 divisé par 10, ça fait 3. Et pareil, dans tous les textes mathématiques, tous les textes administratifs de cette époque, le salaire journalier d'un ouvrier, c'était 2. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Donc ce 6, c'est le salaire, c'est l'argent qu'il faut dépenser pour creuser un canal. Or, il se trouve que ces problèmes-là, ils sont typiques de ce que je vais appeler le niveau avancé. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, pour en finir sur ces deux premiers niveaux, les objets mathématiques définis dans le niveau élémentaire sont les mesures d'une part et les nombres en notation sexagésimale positionnelle flottante d'autre part. Les opérations fondamentales sur les nombres flottants sont la multiplication et l'inversion. Les opérations fondamentales sur les quantités, c'est-à-dire les mesures et les dénombrements, combien de moutons, combien de chèvres, etc., ce n'est pas dans le cursus mathématique. Ces opérations, c'est l'addition et la soustraction, mais ça n'appartient pas au cursus mathématique, on ne trouve jamais d'addition et de soustraction, ça appartient au cursus de la comptabilité. Et c'est là l'importance de ces deux mots. On a deux mondes arithmétiques différents, une espèce de dualité, si vous voulez. Et les deux premiers niveaux du curriculum mathématique posent les bases de l'arithmétique des nombres flottants et de leur relation avec les quantités. Dans cette arithmétique, les algorithmes fondamentaux sont inverser un nombre régulier, calculer la surface d'un carré, résoudre un problème linéaire par une suite de multiplication et de division. Alors ce que j'appelle problème linéaire, c'est un problème qu'on résout avec des multiplications et des divisions. Alors maintenant, le niveau... alors, le problème des
du niveau avancé, c'est que les textes mathématiques reflétant l'enseignement avancé sont beaucoup plus difficiles à détecter que ceux des deux premiers niveaux, où la typologie nous disait exactement quelle est la pratique pédagogique qui est associée. Et parce que là, il y a beaucoup moins de corrélations, mais on a quand même cette typologie des tablettes écrites sur des tablettes très longues en une seule colonne. Quelquefois, c'est vraiment des trucs qui ressemblent à des saucisses, quoi. C'est très particulier comme type de tablette. La plupart des textes mathématiques savants ont probablement été produits dans le contexte des écoles de scribes, mais comme les écoles étaient aussi des centres de culture et d'érudition, les textes mathématiques qu'on y écrivait n'étaient pas tous nécessairement destinés à l'enseignement. Alors ça, c'est la discussion qu'on avait eue autour du projet avec Alain Bernard. Cependant, certaines listes de problèmes peuvent être interprétées comme des programmes d'enseignement mathématique avancé, et c'est le cas de ce texte, qui a probablement été trouvé à Larsa, qui est une ville proche de Nippur et qui contient 8 problèmes résolus, linéaires et quadratiques. Alors je vais revenir un tout petit peu en détail. Le premier problème de cette série, une tranchée, 5 nindas à longueur, 1 nindas à largeur, 1 demi-nindas à profondeur, 10 guinées le volume assigné, 6 chez le salaire, la base, le volume, le nombre d'ouvriers, l'argent, toi, combien? Toi, pour le savoir, la longueur et la largeur croisent, c'est-à-dire multiplient, 7,32 te donnera. Je passe la suite, on retrouve exactement le calcul que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il s'agit d'un problème linéaire où chacune des étapes s'explique par le nombre qui est produit, donne le volume, alors, successivement le volume, la surface, le nombre d'ouvriers et le salaire total. Et puis ensuite, dans la même tablette, il y a... ah oui, et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des mesures dans l'énoncé et puis uniquement des nombres en notation sexagésimale flottante dans la résolution sur lequel on fait des multiplications et des divisions. Et la relation qui existe entre les nombres de l'énoncé et les nombres de la procédure est la relation des tables métrologiques. Voilà. Donc, si vous voulez, la première étape, c'est la même que celle qu'on a trouvée dans le calcul du carré. C'est exactement la même structure. Ensuite, les autres problèmes sont, disons, c'est pareil, mais il y a une permutation circulaire de ce qui est connu et de ce qui n'est pas connu. Donc, on retrouve du problème linéaire qui est fabriqué à partir de ça. Et les 6 premiers problèmes, c'est comme ça. Le 7e, c'est celui-là. Alors ici, on voit apparaître quelque chose qui est tout à fait nouveau dans le curriculum, qui est dans l'énoncé. La longueur et la largeur, j'ai ajouté. 6,30. Et donc, ce n'est pas la longueur qu'on connaît et la largeur qu'on connaît, c'est la somme des deux, ce qui conduit à un problème quadratique. Et donc ici, on voit apparaître quelque chose de tout à fait nouveau, qui est une addition. Et du coup, il y a des additions et des soustractions dans la procédure. 7,30 du cœur de 10, 33, 45 soustrait. Mais alors vous voyez le problème, on soustrait des nombres flottants. Comment on fait? Et donc ici, il apparaît quelque chose de complètement nouveau, qui est l'addition et la soustraction de ces nombres flottants dans le contexte des équations quadratiques. Et si on regarde la structure de l'ensemble de la tablette en question, vous avez un premier problème linéaire, ensuite 5 problèmes qui sont des réciproques du premier, qui sont aussi linéaires, et 2 problèmes quadratiques qui donnent des structures de résolution, on va dire, standards, qu'ensuite on retrouve dans plein d'autres problèmes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que cette tablette dont je vous ai parlé, il y a les 8 énoncés, ils sont dans une autre tablette qui est un catalogue d'énoncés, et c'est la résolution des 8 premiers, et puis il y en a d'autres qui suivent, et tous ces groupes d'énoncés ont la même structure, à savoir des problèmes linéaires puis quadratiques, linéaires puis quadratiques, linéaires puis quadratiques, et on reprend le même, si vous voulez, on reprend le même déroulement des connaissances mathématiques de façon cyclique. C'est un peu ce que les inspecteurs de l'enseignement appellent aujourd'hui les progressions spiralées. Vous voyez, et ça sert dans une grande structure qui est encore plus vaste et où il y a plusieurs centaines d'énoncés. Donc, pour conclure sur cet ensemble,
comment la structure du curriculum reflète-t-elle une sorte de théorie mathématique de la relation des nombres aux quantités? Le monde mathématique des niveaux élémentaires et intermédiaires est basé sur une dualité entre le domaine des quantités et le domaine des nombres flottants. Dans l'arithmétique des nombres flottants, donc en notation sexagésimale positionnelle, les opérations fondamentales sont la multiplication et l'inversion. Les quantités impliquées dans les problèmes sont déduites les unes des autres par multiplication ou division. Tous les exercices de niveau intermédiaire et une grande partie de ceux du niveau avancé sont des problèmes linéaires au sens où, pour les résoudre, on n'a à faire que des multiplications et des divisions. Alors ça, c'est à rapprocher d'un mot qui est utilisé dans les textes en akkadien ultérieurs. Je ne l'ai pas vu dans cette époque-là, mais peut-être ça existe. Le mot qui est utilisé pour désigner les mathématiques, c'est le mot igi-are. Igi, ça veut dire inversion, are, ça veut dire multiplication. Donc le monde des mathématiques, c'est le monde de l'inversion-multiplication. Et c'est ce que j'appellerais une espèce de paradigme linéaire. C'est celui dans lequel sont formatés les jeunes scribes. Il n'y a pas de place dans ce monde dual pour l'addition et la soustraction de nombres en notation sexagésimale positionnelle. L'introduction de l'addition et de la soustraction sur les nombres en notation sexagésimale positionnelle est intimement liée à l'introduction des problèmes quadratiques dans le monde mathématique, comme le montre l'exemple que je viens de vous montrer. L'addition et la soustraction de nombres en notation sexagésimale positionnelle apparaît ainsi comme une invention audacieuse qui émancipe le calculateur des règles du paradigme linéaire. Cette invention soulève de sérieux problèmes puisque l'addition et la soustraction nécessitent des informations sur la position relative des chiffres dans les nombres, alors que la notation cunéiforme ne le permet pas. Et ce problème nécessite de la part de l'historien une recherche. Ce problème, il est évacué quand on met des zéros partout. Il nécessite une recherche qui est extrêmement intéressante. Donc, les catégories, pour revenir à cette histoire de point de vue émique et éthique, les catégories qui semblent pertinentes du point de vue des pratiques mathématiques dans ce contexte de la Mésopotamie méridionale, paléo-babylonienne, ces catégories sont différentes de celles qui ont été formées dans l'historiographie des mathématiques dont nous héritons. Vu des textes mathématiques cunéiformes, les distinctions pertinentes ne sont pas entre entiers et fractions, rationnels et irrationnels, par exemple, mais les distinctions pertinentes sont entre des nombres pour la quantification, ce qu'on trouve pour exprimer des mesures ou des quantités de choses, et les nombres utilisés pour le calcul, en particulier la multiplication et l'inversion. Et au sein de ces nombres, en notation sexagésimale positionnelle, la grande distinction pertinente, c'est entre les nombres qui sont réguliers et les nombres qui ne sont pas réguliers. Les problèmes ne sont pas classés en fonction de leur degré, parce que toutes ces listes-là que je vous ai montrées très vite, c'est des véritables classifications de problèmes. Ils ne sont pas classés en fonction de leur degré, bon, même si je les ai appelés linéaires et quadratiques, mais ils sont classés en fonction de la nature des opérations dont on a besoin pour les résoudre. Il y a d'abord ceux où on n'a besoin que des multiplications et des divisions, qui viennent au début du curriculum avancé, et ensuite ceux dont on a besoin pour résoudre des problèmes quadratiques, mais aussi des problèmes affines, qui posent le même type de difficulté que les problèmes quadratiques. Ils sont aussi difficiles d'une certaine façon. Et on ne les trouve pas dans l'enseignement élémentaire ou au début de l'enseignement avancé. Et pour terminer, donc, pour percevoir l'inventivité des érudits qui gravitaient autour des écoles, il me semble important d'être conscient de la prévalence du paradigme linéaire dans les écoles de cette époque. Introduire l'addition et la soustraction des nombres en notation sexagésimale positionnelle
dans un monde où ces opérations n'avaient pas de sens, apparaît ainsi comme une innovation particulièrement audacieuse. Ce travail mathématique passe inaperçu aux yeux d'un historien resté enfermé dans l'arithmétique que nous avons apprise, celle de notre enfance, celle des nombres entiers munis des 4 opérations. Le caractère novateur et audacieux de l'addition et la soustraction des nombres en notation positionnelle n'est perceptible que si on le considère du point de vue d'un esprit imprégné du paradigme linéaire. Autrement dit, ce que je pourrais appeler un point de vue émique permet de voir des résultats mathématiques là où le point de vue éthique, c'est-à-dire celui de l'arithmétique des 4 opérations, ne le voit pas. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christine. Nous avons 10 minutes. Nous avons 10 minutes pour discuter et l'amphithéâtre se remplit à mesure que les trains arrivent des régions. Bienvenue aux nouveaux arrivants. On vous attendait en espérant que vous arrivez dans les classes. Alors, Laurent, c'est une question ou c'est bonjour? C'est bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est plus une réflexion. L'exposé me fait penser à un texte de Paul Valéry. Chouette. Il a vécu juste après la Première Guerre mondiale. Il disait qu'on étudiait les civilisations antiques babyloniennes, égyptiennes, étrusques, et qu'on les avait vues mourir comme ça. Elles sont mortes. Les cultures sont mortes. C'est vrai. Et que, suite à la Première Guerre mondiale, les Européens s'étaient rendus compte qu'il n'y avait pas que ces cultures exotiques qui pouvaient mourir, mais la culture européenne elle-même pouvait mourir. Comme ça, c'était il y a environ 100 ans. Et donc, les cultures européennes pouvaient mourir. Et donc là, on est 100 ans après, et j'ai l'impression que la culture européenne meurt sous nos yeux, sans qu'on s'en rende compte. Je vous explique par exemple pourquoi. J'estime que par exemple les textes mathématiques de recherche en français disparaîtront d'ici environ une dizaine d'années. Il y a actuellement environ 80 articles publiés en français cette année, indexés par exemple dans ZB Math. Ça diminue de 10 par an. Donc dans 10 ans, il y en aura 0. Et donc j'imaginais un peu l'historien du futur de l'an 2500, si vous voulez, qui étudiera les textes mathématiques en français du début du XXIe siècle et qui essayera de dater, si vous voulez, la date, le moment d'extinction, de disparition complète. Vous voyez, par exemple, la chimie a disparu cette année. Cette année, aucun chimiste en France. Est-ce que je peux vous demander d'abriger la question? C'est juste une ouais, d'accord. impression, vous voyez, d'accord. ce à quoi me fait penser le... D'accord, à l'exposé, d'accord. Moi j'ai deux questions assez naïves. La première, qui sont les élèves? Est-ce qu'on connaît les gens qui... le maître et les élèves? Qui sont Oui, alors ça c'est une question qui est très débattue, mais disons que pour dire les choses de façon un petit peu simplifiée, à Nippur, les élèves, ce sont des enfants de la très haute société, des gens qui exercent en particulier des fonctions politiques et juridiques extrêmement élevées, donc ce sont des futures élites. Et deuxième chose, ils sont jeunes quand ils rentrent à l'école. On ne sait pas, l'âge est sans doute très variable en fonction de paramètres familiaux et individuels, mais ils sont jeunes et c'est quelque chose je pense, on ne se rend pas compte à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire, ces écoles qui ont explosé, elles ont scolarisé des enfants. Je crois que c'est quelque chose de complètement nouveau qui explique tout ce travail autour du curriculum. Deuxième question. J'ai vu une tablette. Tout le monde a vu une tablette avec un carré, avec la diagonale. Oui. Comment s'inscrit ce type de calcul? Alors, moi j'ai fait une description du curriculum basée sur les sources de Nippur.
parce que Nippur, c'est une des rares cités en Mésopotamie qui a été fouillée par des équipes officielles, et donc où il y a eu relativement peu de pillages, et donc on sait d'où viennent les tablettes, de quand elles sont datées, dans quelle couche archéologique elles ont été trouvées. Tout ce que je vous ai vu vient des mêmes maisons, dans le même quartier, c'était le quartier des scribes. Donc on peut fonder tout ce qu'on raconte aussi sur des arguments archéologiques. La tablette dont vous parlez, elle a été exhumée en Irak. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas par qui, et on ne sait pas d'où elle vient. Donc c'est très difficile de dire dans quel contexte elle s'inscrit, et en particulier dans quel curriculum. Donc c'est difficile de répondre à cette question. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est ronde, donc elle ressemble aux tablettes qui sont utilisées à Nippur pour l'enseignement intermédiaire. Mais on sait que dans d'autres villes, à Our, à Mari, à Larsa, ces tablettes lenticulaires, elles étaient utilisées pour autre chose que les niveaux intermédiaires. Donc ni la typologie ni l'archéologie ne permettent de répondre à cette question, et on a quand même l'impression qu'il y a un niveau d'érudition assez important dans la fabrication de cette tablette qui donne la racine carrée de 2 avec une précision absolument extravagante. Je crois 5 ou 6 positions sexagésimales, ça veut dire qu'il y a un algorithme d'approximation qui a été utilisé, c'est obligé. Je peux vous suggérer, je suis de Roumanie, je suis physicien, je peux vous suggérer une solution. Il faut, par exemple, je regarde le texte de Gaston Dabou de 1882, et on peut mettre les mathématiques, la méthode moderne, la mettre pour interpréter, retenant la formation. On peut mettre tout ça. C'est une solution. Ça s'appelle une approche éthique. Oui, c'est bon. C'est très exactement ça. Qui n'est pas nécessairement à rejeter, puisque de toute façon, on est obligé, pour accéder à la compréhension, on utilise ce qu'on a appris. C'est absolument obligé. Mais bon, c'est typiquement... Voilà. Livre de mathématiques. S'il y a un zéro dans une position intermédiaire, alors, le 0 dans une position intermédiaire, évidemment, il est nécessaire, parce que là, ce n'est plus une question d'ordre de grandeur, c'est une question de la chaîne des chiffres qui n'est pas la même s'il y a un 0 dedans ou pas. Alors, très souvent, il n'est pas noté, ça peut entraîner des erreurs en cascade ou pas, mais dans certains textes de cette époque-là, il est très clairement noté par un espace vide dans l'écriture, et c'est le cas en particulier dans la fameuse tablette Plympton 322, qui est une tablette où il y a une génération des triplés pythagoriciens de très grande taille. Comme c'est un calcul qui est très sophistiqué, il y a absolument la nécessité de représenter des zéros médians, puis c'est des très grands nombres. Dans des nombres courts à 2 ou 3 positions, il n'y en a pas beaucoup des zéros médians. Il y en a un, mais dans ces très grands nombres, il y en a un certain nombre, et ils sont représentés par un espace vide. Et puis dans les textes plus tardifs, d'époque séleucide, il y a un signe spécial. C'est 2 chevrons l'un sur l'autre, et en particulier dans les textes d'astronomie, le 0 médian est représenté par un signe. Mais il est probable que si ce signe, qui peut nous paraître, alors pour le coup nécessaire pour désambiguiser, s'il n'était pas utilisé, c'est qu'il n'était pas ressenti comme nécessaire, parce qu'il faut, je pense, qu'il faut garder à l'esprit le fait que le texte, c'est un des espaces de travail, mais il y a un autre espace de travail qui est le calcul, qui devait se faire de façon matérielle, par exemple avec des jetons. Parce qu'on a des indices très 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 sérieux qui montrent que tout ça, c'était doublé du calcul avec des jetons. Les jetons sont alignés les uns sous les autres. Bon, ben s'il y a un 0 médian, il y a un espace vide, et c'est comme dans un abac. Hein. Et il n'y a aucune difficulté à le repérer, puisque ils sont alignés, les chiffres sont alignés les uns sous les autres. Mais dans les textes, les chiffres sont jamais alignés les uns sous les autres en fonction des ordres de grandeur. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton exposé, c'est l'espèce de mise en abîme que tu as fait de notre question. Notre question, c'était y a-t-il des résultats en histoire des mathématiques? Et tu viens de nous montrer qu'un des résultats, de tes résultats en historienne des mathématiques, c'est de mettre le doigt sur un résultat mathématique. Oui,
Oui, parce que bien sûr, il y a un résultat historiographique et un résultat historique. Il y a les deux, évidemment. Évidemment. Ouais. Cette idée de voir un résultat mathématique là où un autre point de vue ne le voit pas. voit une faiblesse. Tout à fait. Tout à fait. Un défaut. Christian? Oui, je veux enchaîner là-dessus. Sur la question des résultats, l'histoire des mathématiques. Dans une période justement comme la tienne, avec le problème des sources, on utilise évidemment de nouvelles sources pour éventuellement modifier le point de vue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Évoluer l'historiographie. Bien sûr. En utilisant de nouvelles sources. Simplement, je m'interrogeais sur la question un peu de caractérisation endémique. Évidemment, être du point de vue des acteurs, de ce point de vue-là, c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a forcément quand même un aspect interprétation. Bien sûr. Donc, de ce point de vue-là, comment ça pérenniser quand même des résultats historiographiques? Plus dans un domaine où les sources sont quand même assez compliquées. Non, mais c'est absolument évident qu'il y a des schémas de pensée qu'on ne peut pas s'empêcher de projeter. C'est absolument inévitable. Mais je crois que c'est pour ça que, autrement dit, une approche purement émique, c'est pas possible. Simplement parce que nous, on n'est pas les acteurs. Quand un ethnologue discute avec une société d'aujourd'hui, les gens, les acteurs, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent donner leur point de vue. Là, non. Donc, il y a quelque chose d'un peu illusoire dans cette approche émique. Donc, tout ce qu'on peut dire, ma réponse, elle est vraiment très, très, très simple. Hein. Il faut regarder les détails. Voilà. Et qu'est-ce que les détails comment les détails attirent l'attention sur des choses qui ne cadrent pas avec ce dont on a l'habitude. Pourquoi on n'apprend pas l'addition à l'école? C'est un détail. Mais c'est un détail qui a un extraordinaire potentiel de pénétrer le monde qu'on étudie. Pourquoi, quand on regarde la table de multiplication que je vous ai montrée tout à l'heure, pourquoi le 2 des soixantaines n'est absolument pas aligné, le 3 des soixantaines, si vous voulez, hein, de 20 fois 9. Pourquoi est-ce qu'il n'est absolument pas aligné verticalement avec les soixantaines des autres résultats? Il ne l'est pas. Donc c'est juste un petit décalage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce décalage? Et voilà, je pense que c'est cette myriade de petits détails qui composent un tableau qu'on voit avec nos yeux, forcément, mais quand même qui est différent du tableau que si on ne regarde pas les détails. Je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de solution à cette difficulté, hein, mais on peut quand même largement améliorer l'approche, surtout quand on a cette chance extraordinaire qu'on a en Mésopotamie de savoir comment ils apprenaient les mathématiques. Ça donne quand même des indices qui sont très forts. On n'a pas ça pour l'Égypte, par exemple, ou beaucoup moins. Je ne crois pas qu'on ait l'équivalent pour la Grèce. On ne sait pas comment les gens étaient formés. Je ne sais pas si on peut... Est-ce qu'on a autant d'indications sur la façon dont les gens étaient formés? Par exemple, quel était le statut du calcul dans l'apprentissage? Comment ils calculaient? Ce genre de choses. Je ne sais pas si on sait. Hein. En tout cas, pour ce qui concerne la Mésopotamie, on a une vision extraordinairement précise et détaillée de l'enseignement, le curriculum, quels exercices. Puis il y a plein de choses à regarder en détail. Hein. Quels exercices, dans quel ordre, voilà. Bon, je n'ai pas répondu à la question, mais c'est difficile. Ouais. Ouais. Merci beaucoup encore une fois, Christine.